Il existe des femmes qui n'ont pas besoin d'être choisies, mais qui font naître chez les hommes la peur de les perdre. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, Amour du Monde vous invite à faire une pause, non pas pour chercher des réponses, mais pour écouter un phénomène discret, presque invisible, qui traverse de nombreuses histoires d'amour. Il existe des femmes qui n'entrent pas dans une relation pour être choisies. Elles ne demandent pas « Est-ce que tu me choisis ?» Elles ne cherchent pas à devenir acceptables, ni désirables selon des critères extérieurs. Elles sont simplement là, présentes. Et c'est précisément cette présence qui provoque chez certains hommes une inquiétude subtile. Non pas la peur d'être trahi, non pas la peur de perdre le contrôle, mais la peur plus profonde de pouvoir perdre une femme qui ne leur appartient pas. Nous vivons dans une époque où l'amour est entouré de conseils incessants, des conseils partout, sur les réseaux sociaux, dans les livres, dans les conversations intimes où chacun peut se proclamer expert du cœur. On dit aux femmes « Soyez douces, mais pas trop. Soyez intelligentes, mais pas trop brillantes. Soyez séduisantes, mais jamais trop audacieuses, pour ne pas paraître faciles à conquérir. » Ces conseils semblent raisonnables. Ils se présentent comme des gestes de protection, comme une manière d'aider à être aimé. Mais si l'on écoute attentivement, une vérité plus silencieuse apparaît. On n'encourage pas les femmes à être elles-mêmes. On leur apprend à s'ajuster, à se calibrer, à se lisser, à devenir une version acceptable. Peu à peu, la femme cesse d'être un être vivant habité par un monde intérieur riche et devient un produit subtil, sans cesse modifié selon le désir de l'autre. Et pourtant, au cœur même de ce bruit, apparaît un autre type de femme. Une femme que l'on ne cherche pas à contrôler, mais que l'on craint de perdre. Cette crainte n'est pas négative, elle n'est pas obsessionnelle, elle ressemble davantage au respect, comme lorsqu'on se tient devant quelque chose de précieux et que l'on comprend instinctivement que l'on peut le contempler, le protéger, mais jamais le posséder. Ce qui est frappant, c'est que cette femme ne joue aucun jeu psychologique. Elle ne feint pas la distance. Elle ne construit pas une force artificielle. Elle ne développe aucune stratégie pour correspondre aux attentes masculines. Elle fait quelque chose de beaucoup plus rare. Elle vit fidèlement à sa nature. Carl Jung parlait de cela comme d'un retour vers le soi authentique. Un chemin où l'on ne se grandit pas artificiellement, où l'on ne se réduit pas non plus, où l'on ne joue pas un rôle pour être aimé. Lorsqu'une femme revient à elle-même de cette manière, quelque chose change. Pas de façon spectaculaire, pas bruyamment, mais suffisamment pour que cela soit ressenti immédiatement. Dès la première rencontre, l'homme sent une attraction étrange, comme s'il se trouvait face à une planète silencieuse, immobile, mais dotée d'une gravité propre. Et en même temps, une inquiétude diffuse apparaît. Non pas un danger réel, mais la conscience claire que cette femme ne peut être attachée, ni contrôlée, ni possédée comme un objet dans sa vie. La liberté, mêlée au mystère, crée une attraction troublante. Elle désoriente et pourtant, elle retient. Dans l'univers intérieur décrit par Jung, c'est l'instant où l'homme fait face à l'archétype féminin. Un espace où les formules connues cessent de fonctionner, où il n'y a plus de place pour la paresse émotionnelle, ni pour la superficialité. Devant lui se tient une âme qui connaît sa valeur. Elle avance calmement, avec assurance, sans chercher l'attention de qui que ce soit. À partir de cet instant, une autre histoire commence. Ce n'est plus l'histoire de comment devenir plus séduisante aux yeux d'un homme. C'est l'histoire d'une femme qui, en reprenant la souveraineté sur elle-même, devient, sans effort, l'une des forces d'attraction les plus puissantes de l'univers émotionnel. Et pourtant, nous vivons toujours dans un monde où les règles de l'amour circulent comme des recettes précises.
il faudrait répondre au message après quelques minutes pour créer du mystère. Il faudrait paraître occupé pour ne pas sembler acquise. Il faudrait maintenir l'autre dans l'incertitude pour ne pas l'ennuyer. Ces règles paraissent logiques, mais plus elles sont appliquées, plus la femme s'éloigne de son être véritable. Jung nous mettait en garde. Plus nous portons de masques, plus l'âme se perd. Beaucoup de femmes finissent par croire que pour être aimées, elles doivent se programmer selon les attentes des autres. Mais au moment même où elles perdent leur identité, elles perdent aussi leur lumière intérieure, celle qu'aucune méthode ne pourra jamais remplacer. Car ce qui captive durablement n'est ni une stratégie, ni une indifférence feinte, ni une apparence soigneusement construite. Ces choses attirent le regard un instant, puis disparaissent comme le vent. Ce qui demeure, c'est une énergie vitale, une fréquence d'existence imprévisible. La vérité, la liberté, le courage de vivre selon ses convictions, sans craindre le jugement. Cette énergie n'est pas bruyante, elle ne se montre pas, mais elle agit, comme la gravité des astres, sur ceux qui s'en approchent, même lorsqu'ils ne comprennent pas pourquoi. Lorsqu'une femme vit en accord avec elle-même, elle ne calcule plus chaque message, chaque geste. Elle ne suit plus les scénarios imposés. Et c'est précisément pour cela qu'elle devient insaisissable, non par stratégie, mais par liberté. Cette liberté peut sembler dangereuse, non parce qu'elle menace, mais parce qu'elle révèle une vérité simple. Elle n'appartient à personne. Elle n'est pas gouvernée par les désirs des autres. Elle ne se sacrifie pas pour être aimée. Sa liberté défie et fascine. Ce n'est pas parce que vous valez moins, c'est parce que peu à peu, vous avez cessé d'être vous-même. Ce qui captive profondément un homme n'est ni l'obéissance, ni la facilité, ni le confort d'une présence toujours disponible. Ce qui le touche vraiment, c'est le sentiment d'être auprès d'un être qui possède son propre monde, son propre axe intérieur, une âme qui continue de se mouvoir. L'attente excessive tue l'amour, parce qu'elle tue le sentiment de découverte. Et ce besoin de découverte ne concerne pas uniquement les hommes. Il est inscrit profondément dans la structure même de l'esprit humain. Carl Jung parlait de cela comme d'une quête de vitalité, un désir inconscient qui nous attire vers ce qui nous fait grandir, ce qui nous confronte, ce qui élargit notre conscience. Lorsque la femme devient celle qui est toujours là, toujours disponible, toujours en attente, toujours prête à se placer après l'autre, ce qui se produit n'est pas la reconnaissance, c'est l'oubli, non pas par cruauté, mais par nature humaine. Lorsqu'une présence devient trop prévisible, l'esprit cesse d'y investir de l'énergie. Ce qui est trop familier est classé par le système nerveux dans la catégorie de ce qui ne demande plus d'attention. Et lorsque la nouveauté disparaît, le respect commence lentement à s'éroder. Au début, elle était une source d'inspiration. Puis, avec le temps, elle devient une commodité. Et entre la commodité et la banalité, la distance est étonnamment courte. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup de femmes ressentent ce changement silencieux. L'homme cesse de faire des efforts, ne priorise plus, ne manifeste plus l'enthousiasme de la rencontre. Ce n'est pas toujours parce qu'il n'aime plus, mais parce que la femme a perdu la fréquence d'énergie qui l'amenait à se dépasser. Dans l'univers intérieur, tout obéit à une loi d'équilibre. Lorsqu'un être concentre toute son énergie sur un autre, il se vide lui-même, et ce vide rend l'existence pâle, sans profondeur. Une âme qui ne se déplace plus intérieurement ne peut plus exercer d'attraction. Jung rappelait que l'âme doit être en mouvement pour exister. Lorsque la femme cesse de nourrir ses passions, ses intérêts, ses pensées, ses rêves, la relation perd également son élan. Mais lorsqu'elle conserve son propre rythme de vie, lorsqu'elle crée de nouveaux courants d'énergie,
elle devient impossible à saisir entièrement. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui maintient l'amour en vie. Au fond, ce qui pousse un homme à respecter une femme n'est pas la manière dont elle se sacrifie, mais la manière dont elle protège sa lumière. Car lorsque cette lumière s'éteint, ce n'est pas seulement l'amour qui meurt, c'est l'être même que l'univers avait façonné pour rayonner. Le véritable moment de maturité d'une femme survient lorsqu'elle comprend que sa valeur ne dépend pas de ceux qui restent ni de ceux qui partent. Ce moment ressemble à une transformation intérieure, ce que Jung appelait l'éveil du moi. Un retour à l'être authentique après des années passées au milieu des attentes, des jugements et de la peur d'être abandonnée. Lorsque la femme atteint cet état, son énergie se transforme entièrement. Elle ne marche plus dans l'hésitation. Elle n'attend plus la validation extérieure. Elle ne fait plus de l'amour le critère de sa valeur. Elle se tient fermement dans son propre monde, comme une entité autonome, à l'image d'une planète qui tourne autour de son propre axe, stable, vivante, pleine de force. La femme qui s'appartient ne cherche pas à impressionner. Elle ne crée pas une version parfaite pour être aimée. Elle ne change pas la couleur de son âme pour correspondre au désir de quelqu'un. Elle ne réduit ni sa voix, ni ses rêves, ni sa personnalité pour être jugée suffisante. Et c'est précisément cette absence de contrainte qui la rend profondément attirante. Une attraction naturelle, vivante, irremplaçable. Cette énergie, une liberté silencieuse mais puissante, vient bouleverser les habitudes et les émotions masculines. Car face à une femme qui n'a besoin de personne pour être heureuse, l'homme est contraint de réinterroger sa propre manière d'habiter le monde. Il ne peut plus la contrôler par la tendresse. Il ne peut plus la faire courir par l'indifférence. Il ne peut plus tester sa loyauté par le silence. Toutes les stratégies familières deviennent inefficaces devant une femme qui a trouvé son centre. Ce qui la rend exceptionnelle ne réside pas dans son apparence, mais dans le sentiment de sécurité qu'elle éprouve en habitant pleinement sa propre âme. Cette énergie est si rare que beaucoup d'hommes ne la rencontrent qu'une seule fois dans leur vie, et ils ne l'oublient jamais. Elle se manifeste dans sa manière de parler, douce mais claire, dans sa manière d'aimer, sincère mais libre, et même dans sa manière de partir, sans bruit, sans reproche, simplement en retournant vers son propre monde. C'est l'esprit même du processus d'individuation, que Jung considérait comme l'accomplissement suprême du développement psychologique. Lorsqu'une femme comprend que l'amour est un choix et non une dépendance, elle ne sombre plus dans l'attachement émotionnel. Elle est heureuse lorsqu'elle est aimée, mais ne s'effondre pas lorsqu'elle perd. Elle accueille ceux qui viennent, mais ne retient pas ceux qui partent. Elle ne confond pas la perte avec l'échec. Elle ne considère pas la solitude comme une punition. Dans son univers intérieur, chaque chose trouve sa place. L'amour embellit la vie, mais ne la définit pas. L'homme est un chapitre important, mais jamais le livre entier. C'est cette énergie qui attire les hommes et les rend plus sérieux en sa présence. Ils comprennent qu'elle ne passe pas sa vie à attendre quelqu'un, ni à réparer quelqu'un. Elle ouvre la porte à ceux qui respectent sa valeur intérieure. Et si vous souhaitez être présent dans sa vie, vous devrez devenir une meilleure version de vous-même. Non parce qu'elle l'exige, mais parce que sa présence vous invite à grandir. C'est ainsi que deux univers s'élargissent véritablement, non par l'attachement, mais par l'évolution. Il y a une vérité que peu de personnes osent regarder en face. La plupart des relations ne s'effondrent pas à cause d'événements spectaculaires comme une trahison ou une dispute violente. Elles meurent d'une manière beaucoup plus silencieuse. Elles meurent de la fatigue des jours qui se ressemblent, d'un regard qui n'est plus curieux, d'un cœur qui ne vibre plus face à une présence devenue trop familière. L'amour ne meurt pas au moment d'une rupture, il meurt bien avant cela.
dans le silence de l'attente. Lorsque la femme, qui occupait autrefois une place singulière, presque précieuse, glisse lentement vers le statut d'option. Elle est ramenée au rang de ce qui est connu, facilement accessible, facilement remplaçable. Et à la fin, elle devient presque invisible, comme un meuble dans le décor de la vie d'un homme. Cette transformation est rarement brutale. Elle se produit doucement, sans bruit, sans scène. Mais dans la profondeur psychologique que Jung décrivait, c'est le moment précis où l'âme commence à perdre sa lumière originelle. Lorsque la femme commence à tourner autour de la vie de l'homme, lorsqu'elle réduit ses rêves pour entrer dans l'espace qu'il lui accorde, lorsqu'elle sacrifie son propre rythme pour maintenir une paix fragile, elle échange, sans s'en rendre compte, la part la plus lumineuse de son être. Et comme toute loi de l'univers, lorsque la lumière s'éteint, l'attraction disparaît, non pas parce qu'elle vaut moins, mais parce qu'elle a cessé d'être elle-même. Ce qui envoûte réellement un homme n'est ni l'obéissance, ni la sexualité, ni la facilité. C'est le sentiment d'être aux côtés d'un être qui possède son propre monde, sa propre manière de voir, une âme encore vivante, en mouvement. L'attente excessive tue l'amour, parce qu'elle tue le sentiment de découverte. Et ce besoin de découverte ne concerne pas uniquement les hommes. Il est inscrit profondément dans l'architecture même de l'esprit humain. Jung appelait cela la quête de vitalité, un désir inconscient qui nous pousse vers ce qui nous fait grandir, vers ce qui nous met au défi, vers ce qui élargit notre conscience. Lorsque la femme devient celle qui est toujours là, toujours disponible, toujours en attente, toujours prête à se placer après l'autre, ce qui se produit n'est pas l'appréciation, c'est l'oubli, non par cruauté, mais par nature humaine. Lorsqu'une présence devient trop prévisible, l'esprit cesse d'y investir de l'énergie. Ce qui est trop familier est classé par le système nerveux dans la catégorie de ce qui ne nécessite plus d'attention. Et lorsque la nouveauté disparaît, le respect commence à s'effriter. Au commencement, elle était une source d'inspiration. Puis, avec le temps, elle devient une commodité. Et entre la commodité et la banalité, la distance est étonnamment courte. C'est souvent à ce moment précis que de nombreuses femmes ressentent un changement subtil mais douloureux. L'homme fait moins d'efforts, il ne priorise plus, il ne manifeste plus l'enthousiasme de la rencontre. Ce n'est pas toujours parce qu'il n'aime plus, mais parce que la femme a perdu la fréquence d'énergie qui l'incitait à se dépasser. Dans l'univers intérieur, tout fonctionne selon un principe d'équilibre. Lorsqu'un être place toute son énergie dans un autre, il se vide lui-même. Et ce vide rend l'existence fade, sans relief, sans profondeur. Une âme qui ne se meut plus intérieurement ne peut plus exercer de fascination. Jung rappelait que l'âme doit être en mouvement pour exister. Lorsque la femme cesse de nourrir ses passions, ses intérêts, ses pensées, ses rêves, la relation perd également son élan. Mais lorsqu'elle conserve son propre rythme de vie, lorsqu'elle crée de nouveaux flux d'énergie, elle devient impossible à saisir complètement. Et c'est précisément cette part d'imprévisibilité qui maintient l'amour en vie. Au fond, ce qui pousse un homme à respecter profondément une femme n'est pas la manière dont elle se sacrifie, c'est la manière dont elle protège sa lumière. Car lorsque cette lumière s'éteint, ce n'est pas seulement l'amour qui disparaît, c'est l'être même que l'univers avait façonné pour rayonner. Dans les profondeurs de l'inconscient masculin, ce que Jung appelait le territoire des opposés, deux forces coexistent en silence. Elles ne s'annulent pas, elles ne s'excluent pas. Elles vivent ensemble, se confrontent et déterminent la manière dont un homme aime. La première force cherche la stabilité. Elle aspire à la sécurité, au calme, à la paix intérieure. C'est la part rationnelle de l'homme.
celle qui cherche un port, un lieu où accoster, un foyer tranquille, une présence douce, prévisible, sans drame, sans turbulence. Cette force murmure, choisis celle qui te rassure, celle qui est toujours là, celle qui ne demande pas trop, celle qui ne trouble pas ton équilibre. C'est l'image de la femme porc, celle que la société valorise. Elle apaise, elle réconforte, elle n'agite pas les eaux de l'âme masculine. Et au début, l'homme se sent profondément bien à ses côtés, comme s'il avait enfin trouvé un lieu pour jeter l'ancre. Mais la seconde force, plus profonde, plus ancienne, est d'une nature totalement différente. C'est la part instinctive, primitive, vivante. Elle ne cherche pas le repos, elle cherche le feu. Elle veut être mise à l'épreuve. Elle veut sentir qu'elle peut perdre si elle ne fait pas d'efforts. Elle veut grandir. Jung disait que l'ego humain est naturellement attiré par ce qui l'oblige à se développer. Parce que se développer, c'est s'étendre, dépasser ses limites, quitter le confort. Cette part instinctive ne veut pas dormir dans la sécurité. Elle veut l'océan. Elle veut ce qui réveille le cœur, ce qui oblige à devenir une version plus consciente, plus vivante, plus mature de soi-même. C'est pourquoi si souvent, les hommes disent chercher une femme douce et rassurante, mais se sentent irrésistiblement attirés par des femmes libres, fortes, dotées d'une identité propre. Ils croient vouloir la sécurité, mais en réalité, ils sont tapés par ce qu'ils ne peuvent jamais entièrement comprendre. Dans l'univers intérieur masculin, la raison désire le port, mais l'âme, elle, désire l'océan. Et c'est précisément là que naissent toutes les tragédies émotionnelles. La femme port réveille la raison. La femme océan réveille la part la plus vivante, la plus indomptée de l'homme. La différence entre les deux n'est pas une question de bien ou de mal. C'est une question de vitalité. Jung l'affirmait, l'être humain n'est véritablement attiré que par ce qui apporte de la vie et élargit la conscience. Lorsqu'une présence ne nous pousse plus à apprendre, à évoluer, à faire un pas au-delà de nous-mêmes, le cœur se retire naturellement. La raison masculine désire la certitude, mais lorsque la certitude dure trop longtemps, elle devient l'ennui. L'instinct, lui, cherche la vitalité. Et la vitalité s'accompagne toujours d'un certain risque. C'est pourquoi les femmes libres, celles qui possèdent leur propre monde, leur propre rythme, leur propre axe intérieur, provoquent à la fois la curiosité et la prudence. Elles ne donnent pas le sentiment d'être entièrement contrôlables. Elles ne se sacrifient pas pour retenir quelqu'un. Et c'est précisément cela qui réveille l'instinct masculin, cette part de l'homme qui se dirige naturellement vers ce qui est difficile à atteindre, mais profondément porteur de sens. Dans le monde intérieur des hommes, deux figures féminines apparaissent souvent comme deux symboles opposés de l'univers, la femme porc et la femme océan. Toutes deux sont belles, chacune à sa manière, mais elles éveillent des états émotionnels profondément différents. La femme porc incarne la paix, la sécurité, la chaleur, l'accessibilité. Elle est ce lieu où l'homme peut revenir après de longues journées d'épuisement, comme un fardeau, éclairant sa fatigue sans jamais l'éblouir. À ses côtés, il peut déposer ses armes, se reposer, respirer. La femme océan, elle, représente l'immensité, la liberté, le défi, l'imprévisibilité. Elle n'est pas une ancre, elle est un voyage dans lequel l'homme ne s'engage qu'à condition d'avoir du courage. La femme porc est souvent célébrée par la société comme le modèle idéal d'une relation stable. Elle est douce, à l'écoute, toujours prête à s'ajuster pour éviter le conflit. Elle choisit le consensus plutôt que le dialogue profond, par peur de blesser, par peur d'être abandonnée si elle n'est pas assez facile à aimer. Mais précisément parce qu'elle est si confortable, elle éveille surtout la part rationnelle de l'homme.
la part qui désire le repos, mais qui se lasse rapidement de la répétition, comme une pièce familière, agréable, sécurisante, mais dépourvue de transformation. Avec le temps, les émotions de l'homme à l'égard de cette femme s'apaisent, non parce qu'elle a été utilisée, mais parce qu'elle a réveillé la part de lui qui veut se reposer, et non celle qui veut être pleinement vivante. La femme océan, au contraire, porte une énergie de liberté. Elle ne cherche pas à rassurer l'homme. Elle ne le berce pas dans une sécurité artificielle. Elle ne se donne pas sans limite. Elle ne dissout pas sa vie dans celle d'un autre. Elle vit comme si l'univers lui avait confié une mission, se développer, suivre un chemin, protéger son âme. Sa présence n'est pas une évidence, c'est une invitation. Une invitation à entrer dans un monde de profondeur, où l'homme désire avancer, mais ne peut le faire à la légère. À partir de là, les deux figures se distinguent clairement. La femme porc laisse toujours la porte ouverte. La femme océan ne l'ouvre qu'à ceux qui souhaitent réellement la comprendre. La femme porc place souvent le bonheur de l'homme au premier plan. La femme océan place la vitalité de son âme au centre, non par égoïsme, mais parce qu'elle a compris ce que Carl Jung soulignait avec force. Celui qui ne respecte pas sa propre existence ne pourra jamais aimer profondément. Les hommes ressentent cela très nettement, même lorsqu'ils n'en parlent pas. Avec la femme porc, ils se sentent acceptés sans condition. Avec la femme océan, ils sentent qu'ils doivent faire un effort, devenir plus forts, plus conscients, plus mûrs. Cet effort n'est pas une démonstration, c'est une tentative de suivre le pas d'une femme qui ne s'arrête pas pour l'amour. Face à la femme océan, chaque geste prend du poids, chaque parole, chaque projet, chaque manière de se comporter. Tout révèle l'homme qu'il est réellement. Dans la profondeur psychologique, c'est la rencontre entre l'archétype de la reine et l'instinct de conquête masculin. La femme océan n'a pas besoin de retenir l'homme. Sa liberté, à elle seule, est un défi suffisant pour réveiller cet instinct. Il ne la poursuit pas parce qu'elle est distante. Il la poursuit parce qu'elle est vivante. Il n'a pas peur de la perdre à cause de jeux psychologiques. Il a peur de la perdre parce qu'il comprend qu'elle possède un univers intérieur qui n'appartient à personne qui n'en est pas digne. Lorsqu'une femme conserve son propre rythme de vie, elle devient l'océan. Vaste, profond, plein de mystères. Et les hommes, même s'ils disent souvent vouloir la douceur, sont en réalité attirés par ce qui les rend plus pleinement hommes. L'océan n'est pas un lieu pour dormir. L'océan est un lieu pour s'éveiller. Au fond, la différence entre le porc et l'océan ne réside pas dans la question de savoir lequel est meilleur. Elle réside dans ceci, qui transforme l'homme jusqu'à la racine de sa manière d'aimer. Le porc apporte le confort, l'océan apporte la vie. Et dans les profondeurs de l'inconscient, l'être humain cherche toujours un lieu où son âme peut renaître, même si ce lieu est fait de vagues, de risques et d'incertitudes. La femme océan devient alors une vision que l'homme ne peut quitter des yeux. Impossible à posséder, impossible à oublier. Elle est un voyage dans lequel on n'entre qu'avec respect, jamais par exigence. Dans le parcours de transformation d'une femme, il existe une étape particulièrement mal comprise. C'est le moment où elle commence à bâtir sa force, intérieure et extérieure, et où, presque aussitôt, le monde autour d'elle commence à lui coller des étiquettes. Froide, difficile d'accès, arrogante, trop sûre d'elle. La société est depuis longtemps habituée à l'image de la femme douce, souple, conciliatrice, toujours prête à se plier aux désirs des autres. Alors, lorsqu'une femme dit non, lorsqu'elle pose des limites, lorsqu'elle protège son temps, son énergie, ses émotions, beaucoup se sentent soudain dérangés. Mais dans ce que Jung appelait l'éveil du moi mature,
cela n'a rien à voir avec l'arrogance. C'est un retour de l'âme à elle-même. La femme qui porte l'énergie de la reine ne dresse pas des murs pour repousser le monde. Elle érige des frontières pour préserver sa paix intérieure. Elle comprend la valeur de l'espace intérieur, ce don que l'univers accorde à chaque âme comme un temple qui doit être protégé. Et dans ce temple, elle n'autorise personne à entrer avec le chaos, le manque de respect ou l'irresponsabilité. Beaucoup confondent les limites avec la froideur, mais en réalité, poser des limites est l'acte d'amour de soi le plus élevé. Aimer suffisamment pour ne laisser personne blesser la partie la plus vulnérable de son âme. L'énergie de la reine ne se manifeste pas dans une apparence hautaine, un regard dur ou des paroles tranchantes. Ces attitudes ne sont souvent que des caricatures de la force, des masques que l'on porte lorsqu'on ne se connaît pas encore. La véritable énergie de la reine est la sérénité. Une sérénité qui pousse les autres à s'ajuster d'eux-mêmes en sa présence. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour être respectée. Sa simple présence suffit à révéler une profondeur invisible. Jung disait que la véritable force prend souvent la forme du silence. Une femme qui sait qui elle est et qui se tient fermement dans cette vérité en est la preuve vivante. Elle n'exige pas la soumission des hommes. Elle ne joue pas au jeu de pouvoir. Sa force réside précisément dans le fait qu'elle n'a besoin de vaincre personne. Dans chaque échange, elle entre avec honnêteté. Elle ne parle pas pour impressionner, mais parce que ses mots sont vrais. Elle n'aime pas pour combler un vide. Elle aime parce que cet amour s'accorde à la vie qu'elle mène déjà. Elle ne retient personne. Elle ouvre simplement la porte à ceux qui marchent au même rythme. Et c'est cet esprit qui suscite à la fois le respect et la curiosité des hommes, parce qu'ils sentent qu'ils se tiennent devant une âme façonnée par l'expérience et non par le manque. L'énergie de la reine est la plus puissante en un point essentiel. Elle ne place personne au centre de sa vie autre que sa propre âme. Lorsqu'elle aime profondément, mais elle ne se perd pas dans l'amour. Lorsqu'elle se soucie de quelqu'un, elle le fait sincèrement, mais jamais au prix de sa dignité. Lorsqu'elle choisit, c'est par liberté, non par contrainte. Elle comprend que toute relation, amoureuse, amicale ou familiale, doit reposer sur un respect mutuel. Lorsqu'il n'y a plus de respect, la relation se déforme et elle ne permet pas que son âme soit déposée dans une telle déformation. Ce qui fait réellement peur aux hommes à l'idée de perdre cette femme, c'est son indépendance émotionnelle. Non pas une froideur, mais l'indépendance de quelqu'un qui sait que le bonheur ne s'achète pas, ne se mendie pas et n'appartient à personne. Elle peut aimer très profondément, mais elle ne s'effondre pas lorsque l'amour s'en va. Elle peut s'attacher, mais elle ne sacrifie pas sa vie. Et cela fait d'elle une leçon silencieuse pour quiconque entre dans son monde. Si tu veux être à ses côtés, tu dois te respecter toi-même et la respecter. Dans la pensée de Jung, c'est précisément l'archétype de la reine. La femme qui a traversé l'ombre du manque et est entrée dans la lumière de l'autonomie. Et dans cette lumière, les hommes ne voient pas de l'arrogance. Ils voient une âme qui a appris à se relever après chaque chute, à s'aimer après chaque blessure et à aimer sans perdre la part la plus sacrée d'elle-même. Au fond, l'énergie de la reine n'est pas quelque chose que l'on fabrique. C'est le résultat de la maturité, des nuits où l'on a appris à se réconforter soi-même, des moments où l'on a choisi la solitude plutôt que l'indignité, des instants où l'on a décidé de respecter son âme plus que d'être aimé selon les conditions de quelqu'un d'autre. Et ce chemin vous offre une énergie que personne ne peut imiter. Une énergie que certains appellent arrogance, mais qui n'est en réalité qu'un retour. Un retour chez soi, un retour à soi-même.
Il n'existe sans doute aucun révélateur plus clair de la force intérieure d'une femme que la manière dont elle réagit face à une déception inattendue. Ce n'est pas seulement la façon dont elle répond à un message ou gère une situation précise. C'est un miroir qui reflète tout son système de valeurs, sa dignité, son respect d'elle-même et la profondeur de sa vie intérieure. Il y aura dans une vie des moments où un homme annulera un rendez-vous à la dernière minute, où il donnera une raison floue ou où il la placera simplement après d'autres priorités. Et c'est précisément à cet instant, selon Jung, que le véritable soi se révèle. Cette situation ressemble à une petite épreuve envoyée par l'univers, non pour punir, mais pour offrir à la femme une occasion de se regarder en face. Où en suis-je dans mon chemin de maturité ? La majorité des femmes, surtout celles qui n'ont jamais été initiées au monde intérieur, réagissent alors par réflexe. Elles s'adoucissent, elles tentent d'être agréables. Elles répondent par des phrases comme « ce n'est pas grave, je comprends ». Mais si l'on regarde plus profondément, derrière ces mots, il n'y a pas toujours de la générosité. Il y a souvent de la peur de le perdre, la peur d'être perçue comme exigeante, la peur d'être jugée compliquée, la peur que, si elle exprime un besoin, l'homme s'éloigne. C'est ce que Jung appelait l'ombre psychologique, cet espace intérieur où la peur se cache derrière des comportements qui paraissent raisonnables. Et c'est précisément depuis cette ombre que la femme commence à perdre sa lumière. Le problème n'est pas l'empathie, le problème est de se réduire soi-même pour maintenir un lien qui n'est peut-être même pas digne d'être conservé. La femme qui porte l'énergie de la reine réagit d'une manière totalement différente. Lorsqu'elle reçoit un message d'annulation, elle ressent aussi de la déception. Elle aussi avait espéré ce moment. Elle aussi a des émotions. Mais la différence est essentielle. Elle ne laisse pas ses émotions diriger ses actions. Elle fait un pas en arrière. Elle revient à son centre intérieur. Et seulement ensuite, elle répond. Elle écrit, par exemple, « J'attendais aussi ce rendez-vous, mais je comprends. Je te souhaite une bonne soirée. La semaine prochaine est déjà bien remplie pour moi. Je regarderai dans quelques jours et je te dirai. » Court, honnête, calme, sans reproche, mais sans soumission. À première vue, ce message semble simple, mais lorsqu'on le décode, il contient plusieurs niveaux de sens qui obligent l'homme à s'arrêter. D'abord, elle ne nie pas ses émotions. Elle reconnaît qu'elle attendait ce moment. C'est de l'authenticité, ce que Jung considérait comme la base de toute relation profonde. Ensuite, elle ne dramatise pas la déception. Elle ne transforme pas la situation en tragédie. Elle ne blâme pas. Cela reflète une maturité émotionnelle que beaucoup d'hommes admirent inconsciemment. Enfin, elle pose une limite claire en indiquant que son agenda est rempli. Elle envoie un message silencieux mais puissant. Sa vie ne tourne pas autour d'un rendez-vous. Son univers continue de fonctionner avec ou sans lui. S'il souhaite la revoir, il devra être plus présent, plus responsable et respecter davantage son temps. Cela crée une forme de force psychologique invisible. Une force qui oblige l'homme à prendre conscience de sa valeur réelle. Jung disait que nous sommes attirés par ce qui est profond et essentiel, et la profondeur d'une femme se révèle très clairement dans la manière dont elle pose ses limites. Face à une telle réponse, beaucoup d'hommes traversent 3 états émotionnels simultanément. D'abord, la confusion, parce qu'ils sont habitués à ce que de nombreuses femmes s'adaptent facilement, se rendent disponibles, s'effacent. Ensuite, une légère inquiétude, comme s'ils venaient de perdre quelque chose de plus précieux qu'ils ne l'imaginaient. Et enfin, le respect, parce qu'ils comprennent qu'elle n'est pas une femme que l'on peut traiter à la légère, qu'elle n'est pas une option provisoire et qu'on ne peut pas la garder par des compromis superficiels. Ce qui est fascinant,
c'est que son énergie ne vient pas d'une posture de supériorité ni de jeu psychologique. Elle vient du fait qu'elle sait exactement ce qu'elle mérite, de la clarté, de la considération et de la responsabilité. Elle ne cherche pas à contrôler les hommes, elle contrôle uniquement ses propres standards. Et lorsqu'elle fait cela, l'univers agit de lui-même. Il écarte naturellement ceux qui ne sont pas prêts et ne laisse entrer que ceux qui sont suffisamment mûrs pour évoluer dans son monde. Dans le langage de Jung, les limites ne sont pas des murs érigés pour fuir l'amour. Elles sont la lumière de l'âme qui attire la bonne personne. L'homme, lorsqu'il touche cette lumière, comprend une chose essentielle. Il ne peut pas la posséder, mais il peut choisir de devenir digne de marcher à ses côtés. Dans son exploration de la psychologie humaine, Jung soulignait que la différence entre aimer et admirer est l'un des moteurs les plus puissants des relations. Et lorsqu'on applique cela au monde émotionnel, une vérité apparaît. Une vérité que peu de femmes osent regarder en face. Un homme peut aimer de nombreux types de femmes, mais il n'en admire qu'un seul. La femme qui possède une identité intérieure claire, une force d'auto-respect solide et une présence qui l'oblige à se regarder sérieusement lui-même. La plupart des hommes sont facilement attirés par le confort. Ils aiment une femme qui rit à toutes leurs histoires, une femme prête à changer ses plans pour les voir, une femme qui ne pose pas de questions difficiles, qui ne confronte pas, qui ne révèle pas ses véritables besoins. Le confort procure une sensation de sécurité, de chaleur, de facilité, comme un port tranquille. Et dans les premiers temps, ce sentiment est extrêmement séduisant, parce qu'il ne demande aucun effort. Mais cette sensation n'appartient qu'au début. Lorsque le confort devient trop familier, l'esprit masculin entre dans un état que Jung appelait l'engourdissement émotionnel. Un état où tout est si fluide, si prévisible, qu'il ne perçoit plus la valeur de la femme qui se tient devant lui. Car tout comme le confort, l'admiration appartient à une couche psychique entièrement différente. Une couche liée à la maturité. Ces deux réactions ne se ressemblent pas. Elles ne naissent pas au même niveau de profondeur intérieure. Et elles ne créent pas le même type d'amour. Un homme n'admire véritablement qu'une femme qui l'oblige à sortir de sa zone de sécurité. Non par le contrôle, mais par la liberté. Non par des défis artificiels, mais par une valeur intérieure qu'elle a patiemment construite. La femme qu'un homme admire ne lui offre pas seulement un sentiment de bien-être. Elle lui donne le sentiment qu'il doit devenir meilleur. Non parce qu'elle l'exige, mais parce que sa présence le confronte doucement à sa vérité intérieure. Jung disait « Nous aimons ceux qui nous permettent d'être nous-mêmes, mais les hommes admirent ceux qui leur permettent de découvrir une version plus élevée d'eux-mêmes. » C'est cette femme qui ose avoir une opinion, qui ose être en désaccord, qui ose avancer à son propre rythme sans demander la permission. Non pour paraître forte, mais parce qu'elle est reliée à son moi mature, cette partie profonde de l'âme que Jung considérait comme essentielle à une vie pleine de sens. Face à une femme ainsi, l'homme traverse une forme d'éveil. Il comprend qu'elle ne le juge pas par des compliments faciles, mais par la qualité de ses actes. Elle n'est pas séduite par le simple charme extérieur, mais par la cohérence. Elle n'a pas besoin d'être conquise comme un jeu. Elle a besoin d'être honorée comme un lien vivant, profond, signifiant. Et c'est précisément cette gravité tranquille qui pousse l'homme à élever ses propres standards. L'admiration naît lorsqu'un homme regarde une femme et réalise qu'elle est difficile à remplacer. Non parce qu'elle est jalouse ou possessive, mais parce qu'elle ne perd pas sa beauté intérieure en aimant. Cette rareté crée une forme d'aura, une force d'attraction silencieuse que l'univers offre aux âmes qui vivent fidèlement selon leurs valeurs profondes. Lorsqu'un homme admire une femme,
il n'est pas seulement touché par son apparence, il est touché par sa fidélité à ses principes, par la profondeur de son âme, par la paix dans son regard et par la force tranquille avec laquelle elle aime sans jamais se perdre. C'est le moment où l'énergie de la reine prend la parole, sans bruit. Je choisis, mais ma vie ne t'appartient pas. Et à cet instant, l'homme ne veut plus jouer à cache-cache. Il veut devenir digne de ce choix. Dans l'univers de l'amour, le plaisir d'aimer est une étincelle. Elle jaillit rapidement et s'éteint tout aussi vite. Mais l'admiration est un feu assez puissant pour éclairer un long chemin. Et la femme qui sait préserver son âme, qui se respecte, qui pose des limites et qui vit fidèle à elle-même, est celle qui peut garder ce feu vivant le plus longtemps. À travers toute l'histoire humaine, la figure de la femme a souvent été divisée en deux archétypes fondamentaux, la princesse et la reine. Bien qu'il s'agisse de symboles, cette distinction reflète avec une justesse étonnante deux états psychologiques que Jung décrivait dans l'inconscient collectif. D'un côté, la dépendance, de l'autre, l'autonomie. D'un côté, l'attente du salut, de l'autre, la capacité à décider de son destin. C'est précisément cette opposition qui crée la distance entre les femmes que l'on oublie facilement et celle qui oblige les hommes à se transformer en profondeur. La femme qui porte l'énergie de la princesse a souvent été élevée dans la croyance que l'amour est une récompense accordée à l'obéissance, que si elle est assez douce, assez agréable, assez sacrificielle, assez patiente, assez discrète pour ne pas déranger, alors un homme viendra reconnaître sa valeur. Elle vit avec l'idée que se faire petite incitera l'autre à la protéger. Alors elle réduit ses rêves pour qu'ils tiennent dans le cœur de quelqu'un d'autre. Mais la vérité, parfois dure, de l'univers est la suivante. Lorsque vous vous réduisez, vous n'attirez que des personnes habituées aux espaces étroits. La princesse se tient en haut de sa tour, regardant le monde avec espoir, attendant que quelqu'un arrive, l'emporte ailleurs et lui offre une vie. Mais ce qu'elle oublie, c'est que la porte de la tour n'est pas verrouillée de l'extérieur. Elle est verrouillée de l'intérieur, par la peur, par la dépendance, par la croyance qu'elle n'est pas assez forte pour sortir seule. Jung appelait cela l'ombre de la dépendance. Cet espace intérieur où l'âme refuse d'assumer sa propre responsabilité et remet la clé de sa vie entre les mains d'un autre. La femme qui porte l'énergie de la reine vient d'un lieu psychologique radicalement différent. Elle ne s'assoit pas en attendant que quelqu'un lui donne de la valeur. Elle ne cherche pas non plus un homme pour définir le sens de son existence. Elle construit son monde pas à pas. Sa carrière, ses principes, ses joies, ses blessures, son système de valeurs, ses limites, ses rêves, chaque expérience, qu'elle soit douloureuse ou lumineuse, devient une pierre dans l'édification de son royaume intérieur. Elle marche avec dignité, non pour prouver sa force, mais parce que la vie l'a obligée à grandir. La reine n'attend pas qu'un homme apparaisse pour la sauver. Elle comprend que chercher quelqu'un pour combler un vide intérieur ne mène qu'à une spirale infinie de dépendance. Elle comprend une loi que Jung rappelait souvent. Ce que vous cherchez pour vous compléter finira par vous contrôler. C'est pourquoi elle cherche uniquement ce qui l'agrandit et non ce qui l'aide à fuir sa peur. Face aux hommes, elle ne baisse pas la tête. Elle n'est pas arrogante non plus. Elle est calme. Le calme de quelqu'un qui sait qu'il n'a besoin de personne pour exister, mais qui choisit librement un compagnon digne de marcher à ses côtés. C'est précisément cette absence de nécessité qui crée l'attraction la plus puissante. Les hommes peuvent jouer avec une princesse, celle qui a besoin d'eux, qui les place au centre, mais ils respectent et s'engagent devant une reine. Là où la princesse cherche le salut, la reine cherche la collaboration.
la princesse espère être choisie. La reine se choisit d'abord. La princesse veut être aimée pour se sentir précieuse. La reine aime parce qu'elle sait déjà qu'elle l'est. En entrant dans le monde de la princesse, l'homme se sent puissant. En entrant dans le monde de la reine, il se sent tenu d'être à la hauteur. Et c'est cette différence qui le transforme à la racine. Car auprès de la reine, il ne rencontre pas quelqu'un à sauver. Il rencontre une co-créatrice d'une vie plus vaste. C'est ce moment que Jung appelait la rencontre de deux âmes matures. Un lieu où l'amour n'est plus une attache, mais un choix renouvelé chaque jour. La princesse est une histoire que tout le monde connaît. La reine est une légende que l'on n'oublie jamais. La princesse attend dans sa tour. La reine bâtit un royaume. La princesse attend d'être choisie. La reine décide qui mérite de marcher avec elle. Dans l'univers intérieur de chaque femme, la princesse et la reine coexistent. Mais ce n'est que lorsque la reine prend le trône que la femme accède à un amour à sa hauteur, profond, mature et libre. Et sur ce chemin de transformation, il existe toujours une étape que Jung appelait le processus d'individuation. Le passage hors de l'ombre de la conformité collective, de la peur, de la dépendance. Le retour vers la version la plus entière de soi-même. Le chemin pour devenir reine ne vient de rien d'extérieur. Il ne vient pas de la reconnaissance. Il ne vient pas des compliments. Il ne vient pas d'un homme qui apparaît un jour et dit « Tu es suffisante ». Ce chemin vient de l'intérieur. Il naît de décisions discrètes mais constantes, de la discipline intérieure de l'âme et surtout du choix de ne jamais se trahir, pas même une seule fois. Lorsqu'une femme entre réellement dans ce processus, l'univers commence à modifier sa manière de la rencontrer, comme si elle avait changé de fréquence. Premier pilier, reconnaître sa mission de vie. La mission de vie n'est ni un titre social, ni un objectif imposé. C'est ce qui fait vibrer le cœur. C'est une direction que l'on suit même lorsque personne ne regarde. Jung disait que l'âme cherche toujours à guider, mais que nous écoutons rarement. Lorsque la femme se pose cette question, si l'amour disparaissait demain, où irais-je placer mon énergie vitale ? Alors elle commence à se voir réellement. Une femme dotée d'une mission claire ne peut pas être engloutie par une relation, parce qu'elle sait que sa vie est plus vaste que l'amour. Et les hommes ressentent cela comme une attraction naturelle, car l'être humain désire instinctivement marcher aux côtés de ceux qui ont une direction, une vision, un monde à eux. Deuxième pilier, bâtir la forteresse de l'autonomie. Il ne s'agit pas de dureté, mais de stabilité. Indépendance émotionnelle, indépendance financière, indépendance de pensée. Une femme qui dépend d'un homme pour se sentir en sécurité échangera toujours sa liberté contre une paix provisoire. La reine comprend que la dépendance la rend vulnérable aux mouvements qu'elle ne contrôle pas. Alors elle construit des amitiés sincères, une activité solide, la capacité de gérer sa vie et surtout la capacité de se réconforter elle-même dans les moments difficiles. Lorsque ces fondations ne vacillent pas, aucun homme ne peut la considérer comme une option remplaçable. Troisième pilier, l'art de la solitude. C'est souvent le pilier le plus redouté, parce que beaucoup de femmes confondent la solitude avec le manque. Mais dans la pensée jungienne, la solitude n'est pas l'opposé de l'amour. Elle est la porte vers la profondeur de l'âme. La femme mature considère la solitude comme un territoire sacré, un lieu de guérison, de création, de réflexion et de renaissance. Une femme capable de savourer une soirée seule, de marcher seule dans la ville, de boire un café seule sans avoir l'impression qu'il manque quelqu'un, ne se laisse pas séduire par des liens à moitié vivants. Les hommes ressentent cela et ils le respectent parce qu'ils comprennent qu'elle ne les choisit pas pour combler un vide,
mais depuis un espace de plénitude. Quatrième pilier, la loi intérieure inviolable. C'est le noyau, la constitution de l'âme. Ces lois ne viennent pas de la rigidité, mais d'un profond respect de soi. Ne pas accepter le manque de respect, refuser les liens flous, considérer le temps dédié à ses rêves comme sacré, ne jamais échanger sa dignité contre la peur de perdre quelqu'un. Ces lois n'ont pas besoin d'être proclamées. La reine ne justifie pas, elle vit selon elle. Lorsque quelqu'un franchit une limite, elle ne se dispute pas, elle ne supplie pas, elle ne fait pas de bruit, elle retire simplement son énergie, et ce retrait est plus puissant que n'importe quel reproche. L'univers reconnaît ce langage. Ceux qui ne sont pas prêts s'éloignent d'eux-mêmes. Ceux qui en sont dignes ressentent l'élan de devenir meilleurs. Lorsque ces 4 piliers sont en place, la femme entre dans un état que Jung appelait la totalité. Une âme non dépendante, non fragmentée, qui ne vit plus pour être validée. Et depuis cet état, elle devient l'attraction la plus puissante de l'univers émotionnel. Non par manque, mais par complétude. Il existe dans le voyage de l'âme un instant que Jung appelait le moment de confrontation avec l'ego. Un moment où l'être humain est contraint de se regarder dans le miroir, non pour corriger son apparence, mais pour rencontrer son âme. Pour beaucoup de femmes, ce moment arrive lorsqu'elles réalisent qu'elles ont passé une grande partie de leur vie à jouer un rôle secondaire, à satisfaire, à s'adapter, à réduire leurs rêves pour être aimées, à se taire pour ne déranger personne. Et un jour, la lucidité surgit. Pendant tout ce temps, je n'ai été qu'un personnage discret dans un film où j'aurais dû être l'héroïne. La société a semé une illusion puissante. Pour être aimée, une femme doit se faire plus petite, une voix plus douce, des rêves plus modestes, une présence moins dérangeante. Mais dans l'univers intérieur, l'amour ne se dirige jamais vers les âmes qui se contractent. Il se dirige vers celles qui osent s'étendre. Lorsque la femme comprend que l'amour n'est pas une récompense accordée au sacrifice inconditionnel, mais la conséquence naturelle d'une maturité intérieure, son regard sur le monde change. Elle cesse de devenir ce que l'on attend d'elle. Elle devient ce qu'elle est appelée à être. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les hommes souhaitent marcher à ses côtés. Première réflexion d'amour du monde, inspirée de Jung. L'amour ne grandit jamais, là où l'âme se renie pour être acceptée. Il naît uniquement là où l'on ose être entier. En grandissant, la femme ne cherche plus à être choisie. Elle se choisit d'abord. Ce n'est pas une rébellion, c'est un éveil. Car si vous ne prenez pas possession de votre propre vie, quelqu'un le fera à votre place. Et si vous ne posez pas la question de ce que vous désirez vraiment, vous vivrez selon les réponses des autres. Lorsque son énergie change, les anciennes relations se détachent d'elles-mêmes. Les hommes immatures quittent son orbite. Non parce qu'elle a perdu quelque chose, mais parce qu'elle est devenue trop vaste pour les anciens espaces. Deuxième réflexion d'amour du monde. Toute perte apparente est souvent un simple réajustement entre votre grandeur réelle et ce qui ne pouvait plus vous contenir. La femme entre alors en amour, non depuis le vide, mais depuis la plénitude. Quand elle dit « je te choisis », cela signifie « je souhaite partager mon monde avec toi ». Et non, j'ai besoin de toi pour exister. Dans la psychologie jungienne, c'est le niveau le plus élevé de l'amour. L'amour entre deux êtres complets. Un amour sans peur, un amour sans manque. Troisième réflexion. D'amour du monde. L'amour mature n'est pas une fusion de manque, mais une rencontre de présence. À ce stade, la femme ne demande plus « est-ce qu'il va rester ?» Elle se demande « suis-je encore fidèle à moi-même dans cette relation ?» Et cette seule question change tout. Quatrième réflexion d'amour du monde,
Le véritable pouvoir d'une femme ne réside jamais dans l'attachement qu'elle inspire, mais dans la paix qu'elle conserve en elle-même lorsqu'on s'en va. C'est ici que Jung parlait de deux âmes mûres se rencontrant, non pour se retenir, mais pour se choisir encore et encore en pleine conscience. Et enfin, la question essentielle que ce voyage pose, la même que Jung et peut-être l'univers lui-même, adresse à chaque âme. Allez-vous continuer à jouer un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre? Ou aurez-vous le courage de devenir le personnage principal de votre propre vie? 5e et dernière réflexion d'amour du monde. Une femme qui se choisit n'éloigne pas l'amour. Elle le rend possible à un niveau plus élevé. Lorsque ce chemin s'achève, vous n'emportez pas seulement des leçons sur l'amour. Vous emportez un rappel silencieux. Choisissez-vous avant de choisir qui que ce soit. Car lorsque vous marchez avec une identité entière, une âme lumineuse et un cœur éveillé, vous n'attirez pas seulement un amour digne. Vous réécrivez votre propre destinée. Et au fond, votre véritable force ne se mesure jamais à ceux qui restent. Elle se révèle dans une seule vérité. Vous ne vous êtes jamais perdu. Amour du monde.